Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Sébastien, Salut Julien. comment vas-tu ? Écoute, top, ravi de passer un petit moment avec toi. Bah écoute, je suis content aussi d'échanger avec toi parce que comme je te le disais avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, quand on a échangé pour préparer cet épisode, enfin en tout cas pour programmer l'enregistrement, on va dire, j'ai trouvé Solustone dont on va parler tout à l'heure évidemment, très intéressant. Je t'avais d'ailleurs répondu un truc du style cool de parler de Réméré 2.0 ou Exactement, ouais. parce que c'est comme ça que j'avais rapidement conclu en fait en tout cas de ce que j'avais pu voir sur le site rapidement et de ce que tu m'avais présenté. Donc évidemment, tu vas me dire que c'est bien plus que ça et qu'il y a d'autres choses sûrement. Et tu vas... Ouais, et puis il y a une petite histoire qui est sympa à raconter, hein. Ouais, bah, j'imagine, il y a toujours, voilà, on sait que de toute façon tous les projets entrepreneuriaux sont toujours issus soit de rencontres, soit de problématiques personnelles, soit en tout cas on va dire de besoins identifiés qui n'a pas forcément été traités ou traités en tout cas différemment et pas de la manière dont nous-mêmes on le voit. Et finalement, il y a autant de façons de voir les choses que d'entrepreneurs sur la terre. Donc, c'est hyper Ouais, intéressant. ouais, et puis tu vas voir, je suis arrivé là-dessus de façon hyper naïve. Tu vois, tu parles de Réméré 2.0. Dis-toi bien que le jour où j'ai eu l'idée de Solistone, je ne savais même pas ce qu'était que le Réméré, quoi. Ah ouais, ok. Donc, tu vois? Donc, j'ai Bon, découvert en fait, ouais, non, c'est assez intéressant, hein. bon, curieux du coup, effectivement, que tu me racontes tout ça. Est-ce qu'avant, et pour les auditrices et auditeurs et pour moi évidemment, est-ce que tu peux, même si moi j'ai consulté ton profil LinkedIn, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ton parcours, qui tu es? Écoute, ouais, ouais, avec plaisir, donc Seb de la Vison, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai commencé à bosser, en 2007, en banque à l'étranger. J'ai fait 5 ans de banque. J'ai quitté l'étranger, je suis revenu en France en 2012 pour faire un truc très différent, pour mettre, enfin, j'avais toujours voulu monter des boîtes et j'ai bossé en 2012 sur différents projets, et l'idée, c'était vraiment de créer ma boîte. J'ai, lancé en 2013 une agence de marketing de contenu avec un copain, qui m'héberge d'ailleurs aujourd'hui. C'est, dans cette agence-là que moi j'ai quitté depuis pour ce podcast. Alors les gens, les auditeurs ne voient pas le fond, mais toi tu vois le fond, le studio est sympa et j'ai quitté cette agence en 2018 parce qu'entre-temps, j'ai découvert l'immobilier qui m'a beaucoup rappelé le type de finance que je faisais avant. Moi, j'ai commencé en finance pendant les 5 ans, j'ai fait, 2 ans et demi, on va dire, de subprime et après j'ai fait 2 ans et demi de ce qu'on appelle le financement de projet. Et le financement de projet, c'est tu finances des autoroutes, des centrales électriques, et donc en fait, tu as un actif qui génère un revenu sur une période longue et c'est assez facile de se projeter, de modéliser, de financer, et ça se rapproche beaucoup de l'immobilier. Tu as un actif, tu as un locataire, tu as des revenus sur une période longue et c'est assez facile de se projeter. Et donc l'immobilier m'a beaucoup plu parce que ça me rappelait un peu cette période-là de ma vie aussi. Et comme je savais assez bien modéliser, cette partie, investissement, sur des opérations comme ça, je me suis dit: «Ben, tiens, le sous-jacent me plaît beaucoup, le marketing c'est cool, mais fondamentalement ce que je faisais, c'était plutôt le métier de mon associé à l'époque que le mien. Et ben, je vais en profiter pour partir, monter moi mon propre projet en essayant d'allier un petit peu cette envie d'entreprendre et cette capacité à modéliser. Et donc j'ai voulu lancer un software qui analysait en temps réel la rentabilité potentielle des biens qui étaient à la vente. Donc typiquement un bien sur SeLoger, sur Leboncoin et tout ça, on absorbait la donnée et on faisait des projections financières pour que l'investisseur sache: si j'achète ce bien-là, voilà le type de rendement que je pourrais avoir en fonction du scénario d'investissement. Et 2 ans assez intenses, je suis pas un dev à la base, j'ai pas un background d'ingénieur. J'ai essayé de monter une équipe sur ce sujet, pour avancer sur le produit, qui était un produit assez complexe, hein. Il y avait beaucoup de data, il y avait beaucoup d'analyse, donc c'était un truc qui était assez complexe à sortir. Et en fait, le Covid, 2020, l'envie de faire un truc un peu différent de ma vie, et puis surtout de répondre à une problématique, un truc qui avait un peu plus de sens, on va dire. Et c'est là où Solustone a commencé un petit peu à
un net dans mon esprit où je me suis dit: «Ben, est-ce que, je peux essayer de monter une boîte qui répond à un problème auquel j'ai été confronté?» Et long story short, j'ai déjà été beaucoup trop long sur l'intro. Le problème, si tu veux, auquel j'ai voulu répondre, c'est quand tu risques donc c'est subprime, quand tu risques une saisie immobilière, ce qui a été l'enjeu des subprimes pour les propriétaires. Quand tu risques une saisie immobilière, en général, ton bien est vendu à la casse pour rembourser une créance. L'enjeu, c'est pas de dire: «Je vends le bien à sa valeur de marché», c'est: «Je vends le bien au prix de la créance», et tu as beaucoup de gens, du coup, qui se retrouvent dépossédés de leur patrimoine immobilier à une valeur très faible. Donc je me suis dit: «Comment est-ce que je peux monter une boîte qui permet de sortir cet actif de leur patrimoine, il ne peut pas être saisi, et de le monétiser pour que la créance puisse être remboursée, et ensuite d'accompagner le propriétaire pour qu'il puisse, reprendre possession de son bien. Donc c'est un peu le début de Solustone, et après le modèle a pas mal évolué. OK, très clair. C'est pour ça que, bah, tu vois, c'est sur cette dernière phrase justement que j'avais conclu rapidement que ça ressemblait beaucoup à du réméré. Parce que le réméré, d'ailleurs, je préfère que tu me donnes ta définition du réméré. Je pense Oui, que c'est plus intéressant parce que j'ai déjà fait des épisodes, un épisode sur le sujet. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller le réécouter où on avait vraiment expliqué ce qu'était le réméré, mais peut-être que là, en live, est-ce que tu peux nous rappeler justement ce qu'est une vente à réméré? ouais, carrément, et je reviens du coup effectivement sur ce que j'ai juste à la fin. L'idée, c'était d'acheter le patrimoine, de le bien pour le sortir du patrimoine du vendeur, donc il y avait vraiment mutation. Moi, j'achetais, lui, il vendait. Comme ça, il récupère de l'argent, il rembourse sa créance et je lui laisse la faculté de le racheter. Et en fait, quand j'ai tapé sur Google, au bout de quelques mois de réflexion, vente, faculté de rachat, option de rachat, c'était plutôt le mot que j'utilisais d'ailleurs, option de rachat. C'est là où j'ai découvert le réméré. Parce que le réméré qui, assez récemment, enfin ça fait une dizaine d'années, s'appelle aussi, vente avec faculté de rachat. Enfin, Mmh. d'ailleurs, dans le code civil, ça a été changé en vente avec faculté de rachat. A priori, j'ai cru comprendre qu'ils se posaient la question de revenir à réméré, mais Ah en bon? tout cas, Bon, ça a ils été occupent changé. leur esprit, écoute. Ouais, et effectivement, c'est vraiment ça, c'est permettre à quelqu'un de vendre un actif, et n'importe quel actif, hein. Je volontairement, je parle pas d'appartement, de maison, c'est que tu pourrais le faire. Tu vois, j'ai rencontré un gars il y a quelques mois, il fait ça sur les sneakers, les chaussures, les baskets. Oui. Donc tu pourrais vendre tu vends un actif, et en fait, tu contractualises le fait que tu peux, exercer une faculté de rachat, donc le racheter à un prix défini à n'importe quel moment. Donc basiquement, le réméré, c'est ça, c'est une vente, donc on va parler d'immobilier, donc il y a une promesse de vente classique, il y a, un acte de vente classique, et dans cet acte de vente, on va indiquer différentes clauses, dont cette clause de faculté de rachat qui permet au vendeur de racheter son bien, et dans un délai, légalement, le réméré, ça va jusqu'à 5 ans, mais on peut très bien faire des opérations sur 1, 2, 3, 4 ans, voire 2 ans et proroger, voilà. Mais donc en gros, le réméré, c'est une vente avec une faculté de racheter son bien à un horizon de moins de 5 ans. Et avec, dans l'intervalle, une rémunération, en face? Exactement. D'un point de vue économique, si tu veux, la structuration type d'un réméré, c'est: tu prends un bien qui vaut 100, tu vas décoter cet actif, tu pars du principe, disons, qu'il vaut 70 ou 60, tu vas acheter cet actif 60, et pendant toute la période où tu es propriétaire, donc dans toute la période, si je prends notre cas, nous, on est propriétaire, l'occupant, tu vois, le propriétaire initial, va, payer, un équivalent loyer qu'on appelle une indemnité d'occupation, et donc cette indemnité d'occupation, elle est soit payée mensuellement, soit elle est prélevée au départ. Il y a pas mal de façons de le mettre en place. Et la particularité de ce réméré 2.0 dont tu parles, pour Solustone, c'est que quand on a approché le produit réméré, on n'était pas dans une approche opérateur immobilier. On n'était pas là pour dire: «On va nous aider quelqu'un à court terme avec potentiellement la possibilité de s'enrichir si la personne ne la rachète pas, parce qu'on aura acheté des côtés. C'était pas notre sujet. On voulait pas dire: «Ben, ton bien vaut 100, je te l'achète 60. Si tu le rachètes pas, tant pis, moi je l'ai acheté 60 et du coup, j'ai une marge». Il y a des gens qui font ça, c'est leur métier. Nous, on voulait vraiment essayer d'avoir un produit qui alignait l'intérêt, du vendeur, du propriétaire, et l'intérêt de l'investisseur. Nous, c'est nous qui achetons, c'est nos propres véhicules, mais on finance 100 de nos opérations via des investisseurs, et on voulait vraiment essayer d'aligner les intérêts en disant: côté propriétaire, tu as ta réponse court terme pour libérer du cash. Côté investisseur, tu as un rendement sur 2 ans qui est connu dès le départ, qui est sécurisé dès le départ. Par contre, on te donne pas plus, et donc ça veut dire quoi pour le propriétaire? Ça veut dire que quand on achète 60, à aucun moment on ne réalisera cette décote de 40. C'est-à-dire qu'il y a 2 options. Soit le vendeur rachète, donc l'ancien propriétaire rachète son bien à 60, donc le même prix que nous on lui a, donné, le même montant qu'on lui a donné au départ. S'il ne peut pas racheter, il ne souhaite plus racheter, le bien est commercialisé, Solustone va percevoir du coup le fruit de la vente parce qu'on en est propriétaire, et on va rétrocéder à l'ancien propriétaire
le prix de vente moins ce qu'on lui a déjà donné. Ah ouais, OK. Et en fait, si tu veux, nous, on est vraiment un espèce de j'ai envie de dire presque plus un espèce de structureur de produits financiers, tu vois? Qui essaye qui a identifié un besoin et qui s'appuie sur des investisseurs et on va pas chercher plus loin, en fait, tu vois? Comment vous rémunérez vous là-dessus justement? Alors nous, on est rémunérés en tant que, on a des honoraires d'intermédiation, on va dire, tu vois? Comme une agence immobilière sur sur l'opération en amont. Ensuite, comme c'est nous qui achetons le bien, on a une forme de rémunération de gestion. Donc on va prendre 10 du montant, de ce qu'on appelle du coup ces indemnités d'occupation, ce loyer et quand le propriétaire rachète son bien ou quand le bien est revendu, on a une commission supplémentaire, pareil, une espèce de commission d'agence, sur le débouclage de l'opération. En fait, l'idée, c'est de se dire, si tu veux, chaque fois qu'on travaille et qu'on fait quelque chose, bah, forcément, le temps investi doit être rémunéré. C'est un peu comme ça qu'on a construit notre offre et en toute transparence, au départ, on n'était pas rémunéré à la sortie, et en fait, je me suis rendu compte on y passait quand même mine de rien du temps, parce qu'il fallait préparer un débouclage et que donc du coup, ce temps-là devait être rémunéré. C'est comme ça qu'on a fait évoluer un peu notre pricing. Pour, les personnes qui seraient pas très à l'aise justement avec le réméré, tu vois? Ce type de vente, hein, qui est quand même assez particulier et assez, on va dire, anecdotique, hein, dans le marché de l'immobilier. Est-ce que tu peux nous rappeler en fait, j'aimerais bien qu'on voit les choses de 2 prismes différents. Le prisme vendeur Ouais, et le prisme acheteur/investisseur parce que vous, du coup, vous avez un peu fragmenté cette partie, achat, si je comprends bien? exactement. En mettant, finalement, plusieurs investisseurs sur le coup qui, eux, peuvent se partager, une quote-part de l'usufruit, en tout cas, l'usufruit temporaire. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut commencer par le prisme vendeur? Dans quel cas je peux avoir besoin de faire appel à Solution? Écoute, initialement, quand on a lancé Solustone, on était vraiment sur ce sujet d'éviter la saisie. Donc on s'adressait plutôt à une population de gens en situation de surendettement qui, avaient besoin d'une solution temporaire et l'idée, c'était vraiment de dire que, tu vois, on a rencontré des cas de saisie qui sont durs, des gens qui ont un bien qui vaut 100, une dette qui vaut, disons 30, le bien est mis aux enchères à 35, il est vendu 40 et les gens s'assoient sur 60 de la valeur de leur actif. On a même eu des cas où le bien était vendu pour moins cher que la dette et donc tu as une espèce de dette résiduelle qui reste. Enfin, tu as des situations qui sont assez horribles. Donc on a vraiment voulu adresser cette partie-là, avec toutes les difficultés que ça implique, hein, de bosser sur ce genre d'opération. Et en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte, alors avec l'enjeu clé, je le précise, d'accompagner ces propriétaires pour qu'au terme de l'opération, ils puissent racheter leur bien. Si tu veux, nous, on a tout un comme on gagne pas plus d'argent si le bien est pas racheté, on a tout intérêt à ce que le propriétaire initial rachète son bien, parce que c'est plus simple pour tout le monde. Tu vois, c'est notre promesse, donc on va au bout de notre promesse. 2, ben, lui, c'était, ce qu'il essayait de faire, donc il réalise son souhait. Et 3, l'investisseur aussi, lui, est gagnant. Donc on accompagne nos propriétaires, pendant toute cette phase où nous, on va porter, le bien et en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte que le besoin premier auquel on répondait, c'était pas un problème de surendettement, c'était un problème d'accès au circuit de financement et donc tu peux être, tu vois, pour te donner quelques exemples de cas d'usage qu'on peut avoir, donc on a des gens qui sont, éviter une saisie, on a des gens qui sont dans des situations de désendettement, personnel parce que, prêt conso et souvent c'est pas tant j'ai trop demandé, j'ai trop sollicité la banque ou les crédits conso, c'est plutôt j'ai un accident de parcours qui fait que je vais moins gagner. On a un couple par exemple, monsieur reconversion professionnelle avait demandé une rupture conventionnelle donc il perd d'un coup du revenu. Madame accident de travail, bam, perte de revenus aussi et donc là du coup, bah, tu te retrouves à avoir une perte de 40 de revenus sur le foyer avec le même niveau de charge et donc il faut trouver des solutions. On a des cas de financement de projets, de rénovation, de travaux. On a des gens qui, veulent faire de l'arbitrage mais n'ont pas accès à la banque. Tu vois, 65 ans et plus, l'envie de vouloir, préparer une retraite, acheter une résidence secondaire. Et on a de plus en plus de cas de dirigeants, qui, ont besoin soit de renforcer les fonds propres de leur activité dans le but d'un développement ou dans le but de renforcer, tout simplement le passif de la société, soit, une épuration de passifs, et donc, ben, tu vois, désendetter, la société. Donc voilà un peu les cas d'usage. Mais globalement, si tu veux, on est malheureusement toujours sur des solutions qui coûtent cher, hein, faire une opération, comme ça a un vrai coût. On pourrait,
Tu vois, tu parlais de fragmentation un peu plus tôt, fragmenté, effectivement, je pense qu'on se rapproche un peu de ces modèles de fragmenté, mais aujourd'hui, comme on est sur un produit qui est très nouveau, tu vois, tu parles de réméré, tu connais le réméré parce que tu es un sachant, tu es sur le secteur, c'est ton métier, tu vois? Mais il y a beaucoup de notaires qui en ont jamais fait. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ne savent même pas ce que c'est que ce concept-là et c'est quelque chose qui est assez nouveau côté investisseur aussi. Donc il y a un vrai besoin d'évangélisation et aujourd'hui, on est du coup sur des niveaux de, grosso modo par rapport à la valeur d'un actif, on va coûter 5 à 6 en annuel. Donc rapporté si tu décotes, à 60 tu vas le libérer, ça fait des coûts qui sont importants. Mais ce qui est hyper intéressant, si tu veux, côté propriétaire, c'est que, je rappelle ce que je disais un peu plus tôt, notre objectif, c'est de permettre à quelqu'un qui veut garder sa maison, de, libérer, de monétiser son patrimoine immobilier pour répondre à un besoin court terme et pouvoir à terme racheter son bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si et comme cette personne n'a pas accès à la banque, si elle n'utilise pas notre solution, elle va vendre son bien, récupérer de l'argent, déménager. Et donc quand tu vends ton bien, tu as des frais d'agence, quand tu déménages, tu as des frais de déménagement. Quand tu loues ensuite, tu as des loyers à payer. Et quand au bout de 2 ans, 3 ans, tu dis: «Ben, je vais pouvoir racheter un bien», et ben, tu trouves un bien, tu repayes un déménagement, tu repayes des frais d'agence et tu payes des frais de notaire. Et les frais de notaire, bon, bah, tu le sais très bien et ceux qui nous écoutent le savent aussi, hein, quand on passe chez le notaire, c'est, 7 à 7,5 %. Alors, tout va pas dans la poche du notaire, hein, la plupart c'est l'État qui, prend pas loin de 6 mais ça fait un gros montant et le gros avantage d'une opération avec Solustone, d'une opération en réméré, c'est que l'État va considérer, l'exercice de cette faculté d'achat comme un retour à l'état initial. Grosso modo, on annule la première transaction et donc on va pas te refaire payer un impôt. On va juste te demander 125 €, donc un droit fixe de 125 € à la place des, 6 on disait plus tôt, pour aller juste supprimer la ligne, pour dire qu'il y a eu mutation juste avant. Et donc si tu veux, quand tu mets les frais bout à bout de: je vends, je déménage, je loue, je redéménage, je rachète, versus un portage, grosso modo, tu as un écart en fonction des opérations qui va être de 20 à 30 en termes de coût. OK. Et la décote moyenne que vous appliquez sur tous les projets que vous avez déjà réalisés, elle est de combien? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, alors ça va dépendre de, je sais pas si la notion va parler à tout le monde, mais ça va vraiment dépendre de la liquidité de la zone. Plus c'est facile et rapide de vendre le bien, moins on va décoter et ça, c'est juste dans une approche gestion du risque, en fait, pour les investisseurs. Un investisseur qui, vient financer une opération de Solustone, il se dit: «Bon, pire des cas, le vendeur, peut pas racheter, il faut qu'on génère une liquidité. Tout le monde a intérêt à ce que ça se fasse dans les meilleures conditions, et donc, ben, combien de temps ça peut prendre si je vais investir à Paris, versus si je vais investir à, la Caillard d'Azur, par exemple, tu vois? Ça, vous avez une grille, en interne ou vous basez sur des critères qui sont assez, publics? Non, non, c'est plutôt une grille en interne, et typiquement grosses agglomérations, tu vois, à Paris, on va réussir à être sur du -20, -30. Ensuite, sur les agglomérations type du Lyon, du Nantes ou autre, on va réussir à être sur du -30, -40 et après on va être sur du -50. Mais si tu veux, l'enjeu, il est plutôt de dire en fait, cette décote, à partir du moment où on sait que nous, on la réalise jamais, elle a pas vraiment d'importance. Elle est là pour gérer le risque, le vendeur est garanti de récupérer, ce montant-là, mais par contre, nous, on va regarder l'opération en fonction du besoin du vendeur. On n'est pas sur une opération de financement, on est sur une opération où nous, on fait une acquisition, on est un investisseur, mais il faut s'assurer quand même que le résiduel qui va rester côté vendeur lui permette d'adresser son besoin, de trésorerie, tu vois? Comment vous les sourcez ces biens justement, et ces vendeurs? Parce que j'imagine qu'il y a un premier nerf de la guerre pour vous qui est de trouver des gens qui ont besoin de vos services côté vendeurs et après évidemment trouver les investisseurs pour, participer au projet. Déjà votre principale difficulté, où elle se situe? Est-ce que c'est plutôt en amont ou en aval? Et en amont, comment vous sourcez? Quand on est rentré sur le sujet, bon, tu sais ce que c'est, on lance une boîte, on se dit: «Mince, qui va être mon client? Comment ça va se passer? Où est-ce que je vais se» donc tu as toujours un peu cette appréhension de te dire: «Je vais pas trouver mon marché» entre guillemets, tu vois? Et forcément, bah, tu poses plein de trucs hyper sympas sur Excel, sur ton PowerPoint et tu te dis: «Ça va marcher» et nous, en fait, on est arrivés, on avait 2 enjeux. On avait l'enjeu de, effectivement, trouver des gens qui ont besoin de nous, et l'enjeu de financer ces opérations. On est arrivé convaincus, mais parce qu'on avait parlé avec beaucoup d'acteurs, hein, sur la partie financement, des banques et tout, que la partie financement était sécurisée et on s'est dit: «Mince, comment on va trouver les gens qu'on va pouvoir accompagner?»
Il s'avère que c'est le scénario inverse qui s'est passé, c'est qu'en fait, des gens qui avaient besoin de nous, on a trouvé très vite et le financement, c'était plus compliqué à réussir à mettre en place. Parce qu'on est encore une fois même, enfin, dans une approche assez innovante quand même, tu vois, sur ce métier-là. Et en fait, côté, comment est-ce qu'on trouve des gens qui ont besoin de nous? On a identi La première cible, et ça va te sembler logique, hein, la première cible qu'on a appelée sont des agents immobiliers. On parle des 4 D dans l'immobilier avec, alors je sais plus si je vais les avoir, mais, il y a dette, décès, divorce et déménagement, genre mutation et tout ça. Et nous, en fait, on adresse, si tu veux, sur 3 des 4 et potentiellement le quatrième qui est le déménagement. Parce que quand tu as des décès, des divorces, tu as des enjeux de soult et quand tu as des sujets de dette et ben, nous, on a une solution justement qui est pour ça. Donc on s'est dit: «Ben, tiens, on va appeler les agents immobiliers». Une solution qui a assez vite parlé parce qu'on est acheteurs, nous. Donc les gens se sont dit: «Bah, tiens, on a effectivement quelqu'un qui peut acheter dans des conditions effectivement particulières». Mais quand j'ai quelqu'un en face de moi qui a un besoin de vente rapide pour un sujet de trésorerie, mais qui vend à contre-cœur et qui a besoin de discrétion dans l'exécution, bah, il y a un acteur comme Solistone qui est présent. Et ensuite, on a on s'est rendu bah, agent immobilier, on a, je sais pas, on a peut-être quoi? Pas loin de 100 000, non? Entre 60 et 100 000 en France, si on prend mandataire et agent immobilier. Donc c'est du temps à tout évangéliser et surtout qu'on a, enfin, comme on le disait un peu plus tôt, hein, le Réméré est un produit qui est pas connu, donc il faut, expliquer et donc on a essayé de trouver d'autres aussi partenaires qui étaient plus sensibles au produit et qui le connaissaient. Et typiquement, quand tu regardes côté courtage en prêt IMO, en regroupement de crédit, ce sont des gens qui comprennent un peu la solution, donc assez facilement peuvent diriger des gens. Et ensuite, tu as des notaires, des avocats, des experts comptables qui sont confrontés à des gens qui peuvent avoir des besoins d'arbitrage comme ça, sont des gens aussi avec qui on va travailler. Alors les agents IMO, je vois bien leur intérêt à eux. Les avocats et tout ça, OK, parce qu'ils oublient jamais trop de facturer le temps qui passe. Par contre, le courtier, lui, il perd un client du coup, donc vous le rémunérez cet apporteur Ouais, ouais, d'affaires, le les courtiers sont des partenaires, dans une approche un peu apport d'affaires et sont des gens qui sont, le courtier, il fait un travail vraiment de ce qui est assez sympa de travailler avec un courtier, c'est que l'enjeu du courtier, c'est de comprendre la situation de son client, la situation financière de son client. Nous, l'enjeu quand on intervient, c'est de comprendre l'usage qu'il va faire des fonds, parce qu'on pourrait être un acteur lambda qui lui dit: «J'achète tout ce qui, enfin, à partir du moment où je suis décoté, j'achète tout et n'importe quoi». Fondamentalement, que le mec rachète ou pas, c'est pas mon sujet. Nous, c'est pas l'approche qu'on a en fait. Notre enjeu, c'est que la personne rachète et qu'on s'inscrive dans un vrai plan de vie, si tu veux, pour notre client. Et quand tu parles avec un courtier en prêt, il a déjà analysé la situation perso, il a déjà rempli sa matrice pour essayer de comprendre quel était le besoin, comprendre l'actif, en question. Et donc on a vraiment ça fonctionne vraiment très bien avec les courtiers et effectivement, eux, ils ont une rétrocession sur nos commissions à nous. OK. Si on se place maintenant du côté, acheteur, donc que vous êtes et vous représentez aussi tout un pool finalement d'acheteurs, mais tu le disais, finalement l'enjeu pour vous, c'est d'aller chercher, lever ces financements pour aller, finalement financer les projets que pouvez sourcer plus facilement que prévu initialement. Alors, qui peuvent être, les typologies d'acheteurs? Est-ce que vous avez des gens qui investissent sur plusieurs de vos projets? Comment ils sont informés? Combien vous les rémunérez? Tu vois? C'est quoi le ticket d'entrée moyen, minimum? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, tout dans l'ordre dans lequel tu as l'habitude de le Ouais, dire? ouais, bien sûr, quand on s'est rendu compte qu'avec les banques, ça allait être compliqué pour plein de raisons, on a commencé à se poser la question d'aller voir effectivement des investisseurs plutôt particuliers. Trouver un investisseur qui achète un bien, bah, quand tu le connais pas et que tu l'as pas, c'est pas forcément simple. Et donc nous, on s'est dit: «Comment est-ce qu'on arrive à toucher un maximum de gens en un minimum de temps?» Et donc on s'est dit: «Ben, notre métier, ça reste quand même de sourcer, d'identifier des gens qui ont besoin de nous et de les accompagner et de faire des opérations. C'est peut-être pas en fin de compte de le financer». Parce qu'il y a des acteurs qui existent et qui peuvent nous permettre de financer ça et qui ont accès à une source de financement importante. Et assez naturellement, on s'est tourné vers le crowdfunding, et en plus de ça, assez tôt dans le process, on a rencontré un acteur qui a vraiment cru dans ce qu'on essayait de faire et avec qui on a fait nos premières opérations. Et en fait, l'idée, c'est de dire que là, nous, on a un véhicule qui vient acheter et sur chaque acquisition, on vient émettre une obligation pour financer cette acquisition. Ce qu'on arrive à servir en termes de rendement, pour répondre à ta question au niveau des investisseurs, au tout départ, quand on a commencé, on était dans une approche où un 7 faisait du sens parce que, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, qu'on était sur des opérations qui étaient entre guillemets, enfin qui sont, clairement peu risquées parce que tu as une vraie décote, qu'on sécurise des loyers, qu'il y a un vrai suivi accompagnement. Donc on est,
assez différent d'une opération de marchand de biens ou de promoteur que tu peux voir sur une plateforme. Bon, les taux, ben, tu sais ce que les taux ont fait, hein, sur les 18 derniers mois. Donc forcément, l'exigence de rendement a augmenté côté investisseur et aujourd'hui, tu vois, on a 2 opérations là qui vont sortir sur les prochaines semaines, et on va être sur du 11 sur les opérations. OK, donc 11, ça, c'est ce que vous rémunérez à l'investisseur qui va, souscrire à une obligation? Notamment, donc une obligation pour ceux qui le savent pas, c'est une, dette d'un côté et une créance de l'autre, en tout cas, auprès d'une société. Donc là, ça veut dire que vous, par exemple, vous avez besoin de financer, je sais pas, je dis une bêtise, mais 500 000 € pour, une acquisition. Vous allez émettre 500 000 € d'obligations non convertibles, j'imagine? Ça veut dire qu'elles peuvent pas se convertir en actions, c'est ça? Et qui, du coup, ces obligations sont des titres qui vous permettront, qui me permettra, moi, si j'achète une obligation, en tout cas chez vous, de jouir d'un, rendement qui est déjà écrit et déjà prévu à l'avance, et avec une date de sortie et une garantie si nécessaire, c'est ça? Exactement et le coupon, enfin et le rendement, contrairement à ce que tu vois dans le crowdfunding traditionnel où quand on t'annonce on va reprendre le 11 dont on parlait. Quand on t'annonce un 11, ce 11 est versé à la fin de l'opération. Nous, ce 11 il est versé mensuellement. OK. Donc tu vas dire que tous les mois, dans ton portefeuille d'investissement, voilà, tu récupères ton intérêt. Alors juste pour ceux qui nous écoutent, c'est 11 annuel versé mensuellement, hein. N'allez pas Ouais, croire ouais, que tout à fait. voilà, parce que les gens, tu sais, quand ça les intéresse, ils peuvent vite faire des raccourcis. Ouais, ouais, non, mais tu as raison, c'est bien de préciser, 11 ouais. versé mensuellement. OK, donc 11 annuel versé tous les mois. Ouais, donc ça fait une récurrence, OK. Bon, alors sur les gros montants, ça a du sens. Sur les petits, bon, c'est vrai que ça change pas forcément foncièrement grand-chose, je pense, tu vois, quand tu mets, 10 000 €, ça fait, 10, on va dire, ça fait 1 000 € à l'année. Bon, ça fait, un peu moins de 100 € par an. C'est pas vraiment game changer, je pense, pour les gens. On peut pas parler d'un revenu très récurrent. Ouais, après, tu vois, tu parlais du ticket d'entrée, donc en fonction des plateformes, on va être, le plus petit ticket d'entrée qu'on va avoir, c'est du 100 €, et certaines plateformes font du 1 000 €. Mais tu vois, pour des gens qui veulent diversifier, faire un petit peu de placement, si tu as 100 € à investir, bah, si tu les investis sur une opération Solustone, tu sais que dès le départ, tu vas toucher, tu vois, tu sais que tu vas toucher ton 11 € par an, et du coup un peu moins d'1 € tous les mois. Si tu les mets autre part, en bourse, ben, du coup, tu as peut-être ton dividende tous les ans, mais voilà, là, ça fluctue quand même beaucoup. Donc tu vois, je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça. C'est qu'à 100 € investis, quel est ton coût d'opportunité si tu veux, sur ces 100 €? OK, et du coup, c'est quoi le ticket minimum chez vous? On est sur du 100 €. 100 On est €, du OK. 100 €, ouais, tout à fait. Donc on a sur notre site un petit bouton en haut à droite investir où on met les différents projets et on envoie vers les plateformes. C'est pas nous qui faisons ça, hein, donc mais en tout cas, on envoie sur les différentes plateformes Et partenaires. pourquoi vous bossez avec plusieurs plateformes, justement? Parce qu'en fonction de bah, déjà, on a un certain volume, d'opérations que si on bossait que sur une seule plateforme, bah, tu vois, ça ferait quasiment que des opérations Solustone sur la plateforme et donc l'idée, c'est donc ça, c'est côté plateforme, elles aussi qui veulent diversifier leurs produits. Nous qui voulons aussi diversifier un peu notre risque et puis il y a aussi enfin, notre risque d'exposition sur une plateforme, on va dire et il y a aussi le fait que, toutes les plateformes ne sont pas adaptées à tous les projets. Tu vois, on a, certains projets, plus orientés dirigeants, sur des approches un peu plus corporate, où voilà, toutes les plateformes ne font pas ça. Des plateformes très IMO, par exemple, vont vouloir des projets très IMO forcément et donc on va avoir des plateformes plutôt corporate sur ce genre d'opération. OK, c'est marrant, c'est des plateformes que je connaissais pas du tout, là. Je regarde les plateformes avec qui vous travaillez, donc Firm Funding, c'est, j'imagine, le financement, plus pro, Exactement, c'est tout ça? à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et Immocracy, je connaissais pas du tout, pour le coup. Et après Upstone, j'avais déjà entendu parler, mais après il y a tellement de choses en stone, entre, Ouais, quoi? Solistone, Stone, Solustone, Trackstone, Stone. Stone, voilà, Rolling Stone. Ouais. Tu il y a Blackstone, beaucoup de il y a ouais, beaucoup, beaucoup de choses. effectivement, ouais, ouais. En fait, si tu veux, la première plateforme qui nous a suivis, c'est Upstone. OK. Donc naturellement, on a bossé avec eux et pas mal bossé avec eux. On a pas mal de projets, donc du coup, la question c'est de se demander en fait, la première fois qu'on a fait un projet hors Upstone d'ailleurs, c'est sur Film Funding parce qu'on avait un très gros montant levé sur une opération qui était assez proche d'une structuration de type corporate. Film Funding est une espèce de plateforme d'intermédiation, on va dire, entre, bah, des gens comme nous et des investisseurs professionnels. Donc on a bossé avec eux et d'ailleurs Upstone a participé aussi à l'opération. C'est même eux d'ailleurs qui ont structuré le produit. Et ensuite, en fait, Immocracy a été, une plateforme qui a été rachetée par Upstone il y a quelques mois,
Et donc assez naturellement, si tu veux, quand on a atteint un niveau max sur Upstone, ils nous ont dit: «Allez voir, du côté de chez Immocracy». Et en fait, mais assez naturellement, si tu veux, comme on a pas mal de choses à financer, assez naturellement, on commence à s'ouvrir à d'autres plateformes aussi. Et le gérer en interne, ça te demanderait quoi pour vous? Bah, déjà aujourd'hui beaucoup d'investissements. Quand tu commences à vouloir construire une communauté, il faut que tu aies quelqu'un qui soit dédié aux relations investisseurs. Et donc ça veut dire, tu as déjà au moins un profil dont le métier, c'est d'aller, présenter des produits à des investisseurs et t'assurer que les investisseurs, du coup viennent, s'inscrivent, restent et investissent. Et après du coup, ça t'oblige d'un point de vue purement marketing, donc là le premier volet, c'est plutôt le côté commercial, on va dire, tu vois? J'ai mon client et je fais un peu du phoning pour développer ma base d'investisseurs. Et d'un point de vue purement marketing, ça t'oblige à communiquer sur une autre cible. Aujourd'hui, nous, on communique sur du propriétaire, vendeur, on va dire. Là où demain, si j'ai ma propre plateforme, du coup, je dois aussi communiquer sur de l'investisseur. Donc c'est vrai que, ta question est très bonne, hein, et pour le coup, je me suis posé la question, on en a beaucoup parlé avec mes partenaires aussi, d'ailleurs, plateforme, tu vois? Quel est mon intérêt à y aller? Quel est leur intérêt à eux, venir sur mon sujet et tout? Et l'arbitrage de mon côté aujourd'hui, c'est vraiment de dire: «J'ai pas d'intérêt aujourd'hui à vouloir aller faire un métier qui est pas le mien». Mon métier, tu l'as dit, hein, un peu plus tôt, mon métier, c'est vraiment d'identifier des gens qui ont besoin de nous et de structurer des opérations. Est-ce qu'il y a un sujet de cadre juridique aussi qui peut être, complexe à appréhender au niveau du crowdfunding justement et des accréditations? Si moi je deviens Ouais, opérateur de crowdfunding, oui. écoute, c'est une super question. On a, il y a eu un gros cas en France, hein, récemment d'une plateforme qui, était, opérateur, et qui faisait ses propres collectes. Je pense que la barrière est assez complexe, tu vois? Si tu fais un peu les 2, et typiquement, tu vois, c'est pas des problèmes que je vais avoir aujourd'hui, tu vois? Donc je pense qu'effectivement, d'un point de vue réglementaire, il faudrait voir en plus de ça parce que, il y a cette nouvelle réglementation du CPSFP là, qui je crois est quelque chose européen en plus, hein, qui a été imposé au niveau européen. Donc tu as beaucoup de contraintes quand tu commences à faire ce genre de métier. Tu vois, si demain je devais faire ça et d'ailleurs, pour le coup, je le fais un peu, si demain je devais sourcer des investisseurs, j'aurais tendance plutôt à les flécher sur les plateformes avec qui on travaille, qui elles feraient du back office et utiliser cet argument pour négocier mes prix à la baisse sur le Ouais, je comprends. sur la collecte. Et d'ailleurs sur les prix côté rémunération investisseur, par exemple, si moi j'investis sur un projet, Solustone via Immocracy, donc toi en fait tu es opérateur, hein, on va dire, de l'opération sur Immocracy comme si tu étais un promoteur, mais là c'est Exactement. différent, mais OK. Donc moi j'investis sur un projet Solustone sur Immocracy. On va dire que pour faciliter les calculs, j'investis dans un projet qui me rapporte 10 annuel sur, 3 ans. Je dis une bêtise, enfin je sais pas, ça peut être 2 Ouais. ans. Comment est ventilé ce rendement, qu'est-ce qui reste à la fin pour le propriétaire? Le vendeur? Quand tu dis: «Qu'est-ce qui reste?» c'est-à-dire? Pardon, pas pour le propriétaire, qu'est-ce qui est il vous reste à vous réellement finalement? Parce que, Oui, ouais, très bonne question. oui, Ouais. à l'opérateur, pas au propriétaire, dés On est vraiment sur un, alors c'est une très bonne question parce que du coup, on essaye toujours de savoir comment est-ce qu'on évalue notre marge. Si tu veux, notre marge, grosso modo, on ferait, la somme, on prend une approche consolidée. On a nos honoraires à l'entrée, nos honoraires à la sortie, plus 100 des loyers qu'on va toucher. Ça, c'est ce qu'on va gagner et ensuite on va venir déduire de ça, ce qu'on va reverser aux investisseurs. Et donc si tu veux, ce qui va rester, donc si nous on facture disons 12 par rapport au montant levé, je parle, hein, rapporté du coup à la valeur de l'actif, on va être sur du 6. Et par rapport au montant levé, si on est sur du 12 et qu'on rétrocède disons 10 à l'investisseur, il va rester du 2 tous les ans. Et ces 2 en fait, c'est pas une vraie marge pour nous parce que ces 2 ils vont permettre de couvrir, la partie gestion, donc suivi, accompagnement si tu veux de nos propriétaires et l'assurance. On devient propriétaire, donc on paye une assurance de propriétaire non occupant ou non exploitant. Et donc ça vient couvrir ça. Donc nous, si tu veux, c'est aussi pour ça qu'on on se voit vraiment comme un espèce d'intermédiaire où on essaye de structurer un produit d'investissement qui rend service à quelqu'un qui a pas accès aujourd'hui au financement, tu vois? et l'intermédiaire type Immocracy, lui, il se rémunère à quel moment? L'intermédiaire, il se rémunère sur la collecte au tout début. En fait, si tu veux, donc on reprend la somme, hein, ce que nous on gagne à l'entrée, ce qu'on gagne à la sortie et des 10 qu'on prend au milieu, quand on fait la somme de ça, je déduisais effectivement les intérêts et je vais déduire les frais. Tu vois, typiquement, on a, du coup des frais de collecte.
On a, des hypothèques ou des fiducies en fonction des opérations et en fait, on vient déduire tous ces frais et nous, il y a un résiduel qui va rester, qui est la rémunération au global du modèle. OK, très clair. Combien vous avez fait de projets aujourd'hui? En financement, on a fait, tu dois avoir ça sur le site, je pense qu'on doit être à 12 ou 13. Là, tu en as 2 qui sont en cours en plus à rajouter. On n'est pas très à jour, hein, le site, mais tu vois, on est à peu près à ça, en sachant que, la première année, donc ça fait 2 ans qu'on existe. La première année, bon, comme je l'expliquais, on a assez facilement trouvé des gens à accompagner, mais peu de solutions de financement. On a commencé du coup à financer sur la deuxième année, hein, et donc on a vraiment, si tu veux, une phase de forte croissance. Tu vois, là, beaucoup de nos projets, en toute transparence, beaucoup de nos projets sont passés sur les 9 derniers mois. OK, Donc tu vois, si tu prends le volume de financement en nombre d'opérations réalisées, on est à plus d'une par mois depuis 9 mois. OK, et c'est quoi le budget moyen d'une opération? Écoute, un peu pareil en fonction si c'est du résidentiel ou du pro, les budgets vont vraiment changer. Mais si on devait faire une moyenne, on l'a fait il y a pas longtemps, on était sur grosso modo en termes de financement, sur du 400 000 € en opération moyenne. 400 000 € de financement, donc ça veut dire des biens qui sont valorisés à peu près 700 000 quoi, c'est ça? Ouais, mais en sachant que la moyenne, c'est toujours un peu traître, hein, parce que tu vois, on a des biens valorisés. On a fait une opération pour un groupe, enfin pour un dirigeant où le bien qu'il a mis en garantie, la valeur c'était 3 millions. Ouais. Et versus on a fait des opérations sur des actifs qui valent, alors on essaie de pas faire en dessous de 200 parce qu'on est quand même sur des opérations qui coûtent cher, donc on fait vraiment Oui, puis hyper toi, le attention. temps investi, c'est le même, en fait? C'est un c'est un bon point, ouais, tu notes non, mais c'est vrai, c'est un très bon point, c'est que le temps investi reste le même, la rémunération clairement est différente. Nous, on est plutôt arrivés au départ pour pouvoir apporter une solution, sur du résidentiel, sur des gens, pas sur des gros actifs, on va dire de corporate. Mais il s'avère que quand tu parles à un dirigeant et c'est un peu pour ça qu'on s'y est mis, un dirigeant qui a bien réussi, qui parce que Covid, fermeture administrative, PGE et tout, à un moment un peu compliqué et que ce dirigeant est prêt à mettre son actif patrimonial en contre-garantie d'un financement pour sauver sa boîte, sauver ses employés. Enfin, tu vois, Mmh. je t'en parle, j'en ai des frissons. Enfin, tu as des histoires qui sont vraiment belles et c'est un peu pour ça qu'on y allait. C'est qu'au départ, on s'est dit: «Est-ce que c'est notre job? Est-ce que c'est notre métier?» Et en fait, il y avait tellement de conviction en face qu'on se dit: «Allez, on y va, on accompagne». Et donc forcément, donc pour ça, pour revenir à notre question de moyenne, tu vois, on a des biens, qui sont, à 200 000 € et on va monter sur des actifs jusqu'à 3 millions. Et tu ressens la différence en termes temps de collecte? Entre un projet justement à 3 millions et un projet à 200-300 000? C'est une très bonne question encore. Écoute, bon, globalement, il y a quand même le poids de l'intérêt là, enfin, est fort, hein. Plus l'intérêt est élevé, plus c'est simple de collecter. Heu, il y a vraiment cette perception du rendement qui est assez fort. Moi, j'insiste beaucoup, ceux qui nous écoutent, à intégrer dans leur appréhension de notre produit, leur approche de notre produit, le côté risque. Encore une fois, on est sur, des loyers qui sont provisionnés, on est sur une décote, donc il y a vraiment un niveau de risque qui est très faible. Mais globalement, pour répondre à ta question, on sent quand même que quand tu fais une opération sur du corporate, il y a et surtout de la part de nos partenaires financeurs d'ailleurs, tu vois? Parce que nous, c'est eux qu'on a en direct, hein. Eux ont leurs investisseurs en direct, mais nous, on a notre plateforme en face. Il y a beaucoup de questions sur la solidité du locataire. Parce que, quand on fait une opération immobilière pure sur du résidentiel ou du locatif, fondamentalement, on va regarder l'actif, le loyer est sécurisé, donc il y a pas trop de sujets, et les codes sont assez simples si tu veux. Quand on commence à mettre du corporate dedans, les gens par défaut ont tendance à vouloir regarder la solidité du locataire. Même si on est ultra sécurisé, qu'on a provisionné des loyers, tout ça. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de communauté de tes partenaires? Tu vois, là, je reprends, voilà, Immocratie, par exemple, et cetera. Si pour aller collecter un projet à 1-2 millions, il faut qu'ils aient une sacrée communauté quand même, très engagée, tu vois? Et plus tu as de volume et plus c'est facile pour toi aussi. Non, mais c'est sûr et c'est d'ailleurs pour ça que sur des très grosses opérations, tu vois, Firm Funding, ils sont venus, on a eu besoin de, on parle d'un groupe qui était en procédure de sauvegarde, sur lequel il y avait un vrai enjeu de rapidité, pour pouvoir sécuriser toutes les parties sur le plan qu'ils étaient en train de construire pour la suite. On parlait de lever 1 million d'euros en quelques semaines pendant l'été et en fait, bon, bah, là, c'est sûr que dans ces cas-là, c'est pas pour dire que les autres sont pas capables, c'est que, forcément, en fait,
la capacité, la force de frappe, de gros acteurs, du crowdfunding versus des plus petits, il y a pas de sujet. Donc oui, il y a des plateformes qui vont plus facilement financer un projet à 200, 300, 400 000 et d'autres pour lesquels 1,5 million, ce sera pas un problème. Est-ce que tu penses que tu as ta carte à jouer face au justement, ce qui pullule dans les, sites de crowdfunding aujourd'hui, dans les plateformes, c'est promotion immobilière slash marchand de biens? Ça, parce qu'à la base, les plateformes de crowdfunding sont quand même, bâties non pas sur l'immobilier, mais plutôt sur le monde de la startup. C'est à la base, c'était ça, l'amorçage de startup. Après, aujourd'hui, ce qui traque le marché du crowdfunding, c'est clairement l'immobilier, mais de par des projets de promotion et de par des projets de marchand de biens. On entend tous les jours ce qui est bien et pas bien. À la télé, à la radio, sur les journaux, les médias, et cetera, que l'immobilier va mal et c'est vrai. Enfin, en soi, c'est vrai, notamment à la promotion, l'immobilier neuf. Donc moi, j'aurais tendance en tant qu'investisseur à me dire: «J'ai fait beaucoup de crowdfunding», tu vois? J'en ai fait. En plus, moi, je suis à Toulouse, il y a WeSeed qui est un des premiers. Voilà, je les connais bien, j'ai même collaboré avec eux sur 2-3 trucs. Voilà, je me dis: «J'y croyais», tu vois? Aujourd'hui, j'y crois un peu moins. Donc est-ce que Solustone a pas justement, tu vois, une réponse à une alternative, finalement, apporte pas une alternative à l'investisseur qui pourrait se dire: «Bon, mais la promotion, c'est risqué, le marchand de biens, c'est risqué, ça a l'air quand même beaucoup plus carré, beaucoup, tu vois, j'ai une visibilité à terme, j'ai peu de problématiques de liquidité, en tout cas, enfin, j'en ai, parce qu'il y en a toujours une, hein, ça c'est certain, mais par contre, j'ai un revenu, comme tu le disais, qui est récurrent, qui est versé mensuellement, et cetera». Donc j'ai l'impression que, OK, j'ai toujours le risque de liquidité, mais à minima, déjà, j'aurai mes intérêts de manière certaine. Ouais, ouais, mais c'est un très bon point que tu soulignes et puis en plus de ça, même si dans un cas d'une opération Solustone, tu as un problème de liquidité, je reviens sur ce point que tu soulignais, en fait, imagine on a 6 mois ou 1 an de retard sur une vente. Dans notre calcul, en fait, au moment de l'exercice de cette faculté de rachat ou de la vente de l'actif, de toute façon, cette année supplémentaire est rémunérée à l'investisseur. Donc même si ça prend du temps, c'est rémunéré et effectivement, on est sur un niveau de on parlait un peu plus tôt de rendement et des risques, donc c'est vraiment, en finance, on parle beaucoup de ce ratio, hein, rendement-risque. On a un couple rendement-risque sur nos opérations, qui est hyper intéressant parce que, on arrive à avoir du rendement côté investisseur avec un risque qui est très faible. Tu parlais de promotion de marchands qui vont mal, clairement et c'est principalement, en raison des taux qui sont hauts, des gens qui achètent moins, des stocks qui augmentent et donc du coup, bah, forcément, bah, si je suis promoteur marchand, j'ai besoin de vendre pour gagner de l'argent. Il y a des situations compliquées, sur des opérations qui ont été financées, et aujourd'hui, nous, on arrive avec une solution qui est fortement moins risquée et sur lequel tu as pas d'aléas, tu pas de problème, de risque opérationnel, j'ai envie de dire, tu vois? Tu fais un projet de promotion de marchand, tu restructurer, tu dois construire, tu dois revaloriser, donc tu as un vrai risque aussi d'exécution là-dessus. Du coup, tu as une forte exposition à l'inflation, sur les matières, sur les donc là, tu as beaucoup de choses et nous, en fait, on sait à qui on achète, à qui on revend, dans combien de temps, pour quel prix, combien on va toucher tous les mois pendant ce temps-là, et en plus de ça, on est exposé qu'à 50 à 70 de la valeur grand maximum sur des zones très tendues, donc mon risque est hyper faible. Donc écoute, je c'est le pari qu'on fait, c'est le pari que certains de nos partenaires font. On a cité quelques-uns qui suivent déjà et beaucoup se posent la question de venir diversifier leurs produits avec des solutions comme nous. D'autant plus qu'il y a aussi cet autre mouvement qu'on voit, sur l'immobilier fractionné et tu vois, nous, aujourd'hui, on est une forme d'immobilier fractionné parce qu'on arrive à on verse du rendement tous les mois, un rendement qui est intéressant et on a une vraie maîtrise du sous-jacent. Ouais, ouais, ce que je soulève aussi, c'est que, comme tu le dis, il y a un produit qui est décoté, donc foncièrement plus facile à revendre avec cette décote à n'importe qui derrière. Ce qui est à l'inverse d'un promoteur et d'un marchand qui doit, en plus, sur son coût de revient, appliquer sa marge s'il veut pouvoir payer les frais intercalaires, sinon il ne pourra pas. Donc, et dans une conjoncture qui est un peu complexe, c'est sûr que, ben, la prime est à la décote plutôt qu'à la marge et à la surestimation, quoi. Ouais et quand tu regardes l'analyse que font des analystes, hein, d'ailleurs de projets de crowdfunding, un des sujets qu'ils vont regarder qui est important pour eux, c'est la commercialisation de l'actif. Est-ce que le bien a déjà été commercialisé? Est-ce que des gens se sont déjà positionnés pour acheter? Nous, en fait, on sait qui achète, c'est le vendeur, tu vois? Et on ne va pas dans une opération si on sent que le projet de rachat n'est pas possible. Parce que l'enjeu, enfin, si la personne va racheter, c'est qu'il y a une attache qui est forte à l'actif. Faire une opération pour gagner de l'argent, ça ne nous intéresse pas. On a eu un cas, il y a 2 semaines où j'ai dû dire non à une opération parce que j'ai enfin, on a passé du temps avec
le propriétaire pour lui expliquer qu'en fait, ça allait être trop compliqué pour lui de réussir à aller au bout de son projet. Donc tu vois, si je fais une opération, en fait, c'est la probabilité que ça aille pas au bout et la personne ne rachète pas son bien est très faible en plus. Donc l'actif est commercialisé. OK. Ouais, non, mais ça a du sens. Bon, parfait. En tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour, Sébastien. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu vois des choses qu'on n'aurait pas traitées, que tu aurais aimé aborder, sur le sujet? Écoute, non, non, je pense qu'on a dit déjà énormément de choses, non, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Si toi tu vois d'autres trucs, hésite pas à poser la question, mais j'étais très content de pouvoir, parler un peu plus de toi, de ce sujet-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir émerger de plus en plus. Si on voit si d'ailleurs on tape sur internet monétisation de patrimoine immobilier, on se rend compte que de plus en plus d'acteurs arrivent dessus, sur des sujets de, viager, prêt viager hypothécaire, démembrement. Nous, on a fait le choix d'utiliser le produit Réméré, ce qui ne nous empêche pas d'aller voir sur d'autres sujets aussi à terme, hein. Mais donc voilà, donc c'est un sujet qui je pense est amené à beaucoup se développer, et donc voilà, une tendance à suivre qui va être assez intéressante même pour nous en tant qu'acteurs du sujet, tu vois? Bah, je te remercie beaucoup en tout cas parce que ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses et effectivement, je pense que ton offre a de l'avenir, conformément à tout ce qu'on s'est dit justement, sur, la conjoncture actuelle et puis, l'offre, un peu complexe à appréhender, je trouve, en ce moment sur les plateformes de crowdfunding. Donc ça fait en tout cas une offre supplémentaire qui est pour moi peut-être plus sécure aujourd'hui. Après, on n'est pas là pour donner des conseils d'investissement, bien sûr, mais je donne mon avis et mon ressenti là à chaud. Donc je suis très content d'avoir fait cet épisode sur le Réméré 2.0. Tu peux être sûr que je mettrai Réméré 2.0 dans le titre, c'est sûr. C'est- Ça marche. voilà. Merci Sébastien. Donc du coup, pour te retrouver, est-ce que tu peux nous donner deux, trois contacts, site internet? Ouais, écoute, on a le site internet du coup solustone.com, principalement orienté autour du propriétaire et pour ceux qui veulent voir côté investissement, on a un petit bouton en haut sur la partie investir, où on présente des petites vignettes sur les projets et des liens vers les pages produits de nos partenaires. Et ensuite, si, des gens veulent me contacter directement, seb@solustone.com. Voilà, seb@solustone.com. Solustone, c'est comme ça se prononce, il y a même au moins pas embêté. Voilà, facile. Voilà et merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là aussi, présents. Partagez cet épisode autour de vous parce que c'est un sujet qui est vraiment, intéressant et pour le coup assez peu adressé. Le Réméré de manière générale, là, on est encore sur autre chose. On est sur le crowdfunding appliqué, à la vente à Réméré. Ouais, et tu vois, si je vais me on n'a pas parlé d'un terme, je me permets juste parce que tu as raison, en fait, tu vois? On l'a pas assez dit, c'est que le refinancement hypothécaire n'existe pas en France. Aux États-Unis, il y a plein de produits qu'on appelle le mortgage refinancing, le home equity release, le home equity loan et tout ça, qui permettent de libérer du cash qu'il y a dans le bien et pas du tout en France, et c'est un peu ce qu'on essaye d'amener. Ouais, Tu bah, vois, on a très oublié bien. de dire un truc, du coup, c'est toi Ah qui mais l'as c'est dit, non mais super. on oublie toujours, hein, plus on pourrait y revenir même. OK, bon, ben, merci encore Sébastien pour ces précisions. Merci à tous encore une fois et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode aussi riche que celui-ci. Merci, ciao, ciao. Merci Julien, merci à tous. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.